La finance gouverne le monde, disaient déjà nos grands-mères qui n'étaient pas nées de la dernière pluie. C'est une évidence depuis 30 ans. Les scandales financiers se multiplient, des lampistes vont en prison, mais jamais l'institution financière, ce super pouvoir, ne se trouve mise en cause. Donc, elle n'est jamais réformée. Les systèmes de surveillance se laissent berner, mais leur incompétence n'est jamais sanctionnée. Greed is good. Greed is right. Greed is good, la cupidité c'est bon, voilà le triste message des 30 dernières années de notre société du spectacle. Nous avons choisi de vous les raconter à travers la vie de Bernie Madoff, l'homme qui a plumé quasiment toutes les banques de la planète et quelques milliers de particuliers crédules et cupides. Aujourd'hui, nous fêtons le 7e anniversaire de prison de Bernie Madoff, seul responsable d'un scandale financier à 65 milliards de dollars. Il ne lui reste donc plus que 143 années à purger avant de retrouver la liberté aux alentours de 219 ans, âge respectable pour envisager l'avenir. Madoff est né en 1938 dans le Queens, issu d'une modeste famille protestante de New York. Après des études médiocres, il fait le maître nageur sur les plages du Long Island. Mais à 22 ans, il crée sa première société d'investissement avec ses $5 000 d'économie. Sous la surveillance de la SEC, il travaille, il progresse et assiste aux premières loges à la création du Nasdaq en 1971, dit le second marché américain. Précisons pour les sportifs que le Nasdaq est le premier marché boursier électronique. Mais l'électronique, on y reviendra. De même, en 1972, il assiste à la création de la première banque arabe fondée au Pakistan, la BCCI, la Banque de Crédit et Commerce International. Outre des fortunes respectables du Golfe, la banque représente des clients plus croquignolets, genre Ferdinand Marcos, le général Noriega, Saddam Hussein, Abu Nidal ou Pablo Escobar, mais aussi des firmes comme le Mossad ou encore la CIA qui utilisent la banque pour financer les Contras au Nicaragua et vendent des armes aux Iraniens, aux Irakiens et aux Moudjahidines afghans qui tentent alors de chasser les Russes. Les professionnels comprennent très vite que la BCCI est programmée pour une mort violente, mais on y reviendra. Nous sommes déjà en 87. Bernie est à la tête de l'une des principales sociétés d'investissement de Wall Street lorsqu'il assiste au scandale provoqué par son collègue Ivan Boesky, poursuivi pour délit d'initié. Ivan Boesky est originaire de Detroit et rejeton d'une vieille famille protestante de la région. En gros, Boesky parie sur les rachats d'entreprises. Il achète des paquets d'actions peu de temps avant l'annonce d'une OPA ou d'une acquisition. Une ou deux fois, on peut avoir nez creux, mais au bout de 5 ans, ça devient louche. Dans ces années désinhibées et pleines de cocaïne, Boesky, chargé de cours à Columbia, s'adresse ainsi à ses étudiants « I think greed is good ». Je pense que la cupidité est saine. Vous pouvez être gourmand et vous sentir bien dans votre peau. Greed is good. Boesky ne prend que 2 ans de placard parce qu'il accepte de balancer des collègues aux gendarmes de la SEC. Michael Milken se fait lui aussi choper par la patrouille. Milken est originaire d'Encino en Californie et héritier d'une famille protestante de la région. Michael, c'est l'inventeur des junk bonds, ces obligations pourries, et l'un des initiateurs du système de financement dit LBO, le Leverage Buyout. Milken prête de l'argent facile à des gens qui en profitent pour surpayer le rachat d'une entreprise avant de lui coller sur le paletot le remboursement de frais financiers exorbitants. Le club de foot de Manchester United a été racheté ainsi avec cette martingale par 2 financiers américains qui ne connaissaient que Puig au football. Milken est condamné pour délit d'initié et ne prend que 2 ans de placard, en plus dorer le placard. Mais vous connaissez tout cela puisque vous avez vu le Wall Street d'Oliver Stone, Greed is good. comme le loup de Wall Street de Scorsese. Rappelez-vous une scène de débauche où les prostituées sont appelées des Nasdaq. Nous sommes en 90 et Bernie Madoff devient président du Nasdaq, son bâton de maréchal. Ayant appréhendé depuis longtemps les nouvelles technologies, il fait du Nasdaq le summum de la bourse électronique et de l'informatisation de la finance. En un clic, des millions basculent d'un compte à un autre. Et c'est depuis le sommet du monde que Madoff assiste en 91
à la faillite de la BCCI qui fait suite à l'arrestation du général Noriega. Un scandale à 30 milliards juste pour ceux qui ont porté plainte. La BCCI est considérée depuis comme la plus sale officine de l'histoire bancaire. Cela dit, pour les différentes mafias planétaires, c'est aussi un drame, car dans le même temps, les banques dites normales n'acceptent plus qu'au compte-gouttes des nouveaux clients débarquant avec des valises pleines de bolivars. Bernie Madoff sait tout cela et en 1993, à l'issue de son mandat au Nasdaq, il reprend le cours de sa vie, mais en créant en marge de sa société de courtage un fonds d'investissement. Bernie et Ruth Madoff mènent la grande vie. Greed is good. Une maison dans les Hamptons, un appart de rêve à Manhattan, une maison à Palm Beach, plus quelques babioles, comme une villa au Cap d'Antibes, 2 yachts, un avion privé, voici leur quotidien. Gros train de vie, mais qui ne suffit pas à expliquer les 65 milliards qui manquaient dans la caisse en décembre 2008 lorsque Madoff s'est fait arrêter. On y reviendra. Reprenons le fil. En quittant le Nasdaq et en créant son hedge fund en 1993, Bernie a déjà commencé les embrouilles et la mise en place de sa pyramide de Ponzi. Ajoutons qu'il a une bonne tête, on ne peut que lui faire confiance avec son regard levantin sur un sourire modeste, presque timide, habillé par le meilleur tailleur de Savile Row, membre des clubs les plus sélects et philanthrope pour la touche de respectabilité. Famille aimante, un mec parfait, que dis-je, un apôtre. À côté du trading, la branche respectable de son affaire qui est gérée par ses 2 fils, Madoff est l'unique actionnaire de son hedge fund et il est le seul à New York dans ce cas. Bernie ne veut surtout pas d'un associé qui pourrait farfouiller dans les comptes et s'apercevoir qu'il embrouille depuis des années. Or, techniquement, il est impossible à un homme de diriger seul un hedge fund et de pouvoir tout analyser du marché sans des associés recrutés à prix d'or et cooptés. Malgré cela, Madoff offre des taux de profit tellement hallucinants que les gens se pressent pour lui confier leurs économies du 10-15% inoxydables et quelle que soit la conjoncture et les perturbations du marché. Imaginez, vous lui confiez l'héritage de mamie, 2 millions d'euros, et Bernie vous expédie 24 000 euros d'intérêt chaque mois. En plus de cette clientèle traditionnelle, Bernie recycle l'argent sale de quelques mafias. On dit que le Nasdaq et notamment les startups ont largement profité de cette oseille qui se transformait en actions toutes propres. Pour ce boulot, Bernie est payé 25%. Sur 1 million, Bernie prend 250 000 et il te lessive 750 000 qui sortent tout propres à l'autre bout du tuyau. Madoff va dans telle maison en fonction des saisons, des événements mondains et des gens riches qui s'y trouvent. Et là, il croise l'un de ses clients qui le supplie d'accepter par exemple son ami Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix tout de même. Bien sûr, cher Elie, signez ces papiers. La fondation Elie Wiesel a perdu 25 millions de dollars dans le scandale. Ce monde merveilleux regorge de pigeons en puissance et Bernie a du mal à fournir. Il encaisse l'argent, ne l'investit jamais à la bourse, il est pas con tout de même, mais utilise le dernier argent versé pour payer les intérêts de ses premiers investisseurs. Mais là où c'est comique, c'est que les banques sont les premières clientes. AXA perd 135 millions, le Crédit Mutuel 120 millions, la BNP 500, Dexia 600, HSBC 1 milliard. Ajoutez les Allemands et les Anglais.
tous les membres du Palm Beach Club de Miami, des dizaines d'associations de charité, Louis van Gaal, l'entraîneur de Manchester United, perd 6 millions. Et personne parmi les crânes d'œufs des banques et les surveillants de la SEC ne veut écouter Harry Markopoulos, l'analyste financier qui, dès 1999, tire la cartouche en disant que le plus grand hedge fund du monde est une escroquerie. Ils l'ont laissé continuer 10 ans de plus et Bernie serait toujours présent sans la faillite des caisses d'épargne américaines, les fameuses Savings and Loans en 2007, après le scandale des subprimes, ces crédits immobiliers pourris. Toutes les banques en possédaient. La première à tomber, la plus grosse, Lehman Brothers, et sa faillite entraîne la panique mondiale. Imaginez l'effet domino entre janvier et octobre 2008, le CAC 40 perd 43%. Des dizaines, des centaines d'appels téléphoniques avec toujours la même demande. « Dis-moi, Bernie, pourrais-tu réaliser mon capital et m'adresser un chèque ?» Bernard Madoff est foutu. Le 10 décembre 2008, il réunit sa famille et avoue qu'il est un escroc. On l'arrête, il prend 150 années de placard et personne n'est coupable à part lui. La SEC, mon œil, des incapables mondains, ils sont toujours en poste. Il manque 65 milliards dans la caisse, mais bon, ça n'est que de l'argent. Seul le banquier Edmond Zafra aurait pu nous éclairer sur le grand cirque de l'argent, le réel, pas le virtuel. Malheureusement, il est mort asphyxié dans son appartement de Monte-Carlo en 1999 et je ne connais pas le monsieur qui le remplace. Bonne chance.